Là. Bon, ça va, ça va. Bon, il avait des rhumes. Oui, il avait des rhumes et justement c'est pour ça que j'ai apporté ça, parce que Mozart avait des rhumes et il faut soigner le mal tout de suite. On n'est pas au complet aussi. Non, il y en a encore. Aspiration. Là, je vais vous faire chanter jusqu'à Des Maria Virginie. De toute façon, on le fera pas de toute manière en entier. Jusqu'à Des Maria, oui. L'objectif de ce que j'ai fait tout à l'heure, le travail qu'on va faire ensemble, c'est de vous apporter des outils que j'ai dit tout à l'heure, mais aussi une prise de conscience de votre mécanique vocale. Et puis vous faire ressentir ou pas, il y a des gens qui ne ressentent pas ce qui se passe encore, et on a un instrument, à la différence du piano et tous les autres instruments, on ne le voit pas. Tout se passe à l'intérieur. Mais on chante avec tout le corps. Alors, je ne vais pas forcément faire les choses comme elles se sont présentées tout à l'heure. Les cordes vocales que vous avez ici, là, alors pour les hommes, c'est très proéminent parce que c'est là. J'adore, je suis tout dessus. Ça change, parce que les cordes vocales sont juste derrière. Voilà. Donc quand c'est bon, ça change la voix. Et au bout d'un moment, on est très très mal. Donc ce cartilage, il est là, vous avez, il est mobile, hein, parce qu'il fait partie du larynx. Vous voyez, quand je parle, là, il remonte, mais il a une certaine limite parce que prend, il va les coups. Derrière, on a les cordes vocales. Les cordes vocales, elles sont à plat, comme ça, dans le derrière. Hein. Alors, elles sont pas aussi longues que les doigts, hein, ça peut faire un petit centimètre, pas plus. Alors, peut-être que vous savez, mais je vais le dire quand même parce que je pense que c'est important. Ce sont des muscles, les deux muscles vocaux, les deux cordes vocales, ce sont des muscles qui ont la possibilité de s'allonger et forcément de revenir dans sa position initiale, avec, en fonction de la voix qu'on a, une épaisseur de départ qui est différente. Et forcément, si on les allonge, elles changent d'épaisseur, ce qui va changer la hauteur de la note. Voilà, c'est une mécanique assez simple où quand elles reviennent, quand elles s'épaississent, comme on va tirer une corde de piano ou une corde de guitare, c'est un son grave. Quand elles s'allongent, elles s'étirent, un son aigu. Jusque-là, tout va bien. La fonction première de nos cordes vocales, c'est pas pour émettre un son. S'il y a des gens qui sont dans le milieu médical, vous devez le savoir, c'est un sphincter. C'est sa première fonction. C'est de se fermer au moment de la déglutition. Voilà. D'accord. Pour éviter que ça fasse fausse route. Voilà. Donc c'est sa première fonction. Voilà. Mais c'est bien de le savoir en fait. C'est bien d'imaginer que les cordes vocales, ça nous permet de parler, de communiquer, de chanter, etc. Mais sa première fonction, c'est. Et après, j'ouvre pour laisser passer. Je déglutis. Voilà. Donc, c'est sa première fonction. Après, dans notre évolution, notre cerveau, il dit ah, c'est pas mal ce truc, qu'est-ce que je pourrais en faire voilà, je peux peut-être faire mieux, voilà. Et chez tous les mammifères, c'est ça. Donc, vous verrez vos cordes vocales du tout. On a mis le sphincter. Des fois, je l'appelle sphincter glottique parce que dans le milieu médical, il l'appelle comme ça, c'est le sphincter glottique. C'est sa première fonction. Voilà. Il faut le savoir. Et que je ne me souviens plus de la pathologie. Il y a une pathologie où justement ça fait fausse route systématiquement, c'est qu'en fait, il y a un problème soit neurologique, c'est-à-dire qu'au moment où on déglutit, la fonction ne se fait pas. Ou si on vieillit, etc. Il y a plein d'anomalies qui font que le sphincter glottique ne fonctionne pas.
Voilà, ça c'était la page médicale. Et puis pour continuer sur la page médicale, alors j'avais pas sorti mon tube de The Mind pour ça, ni parce que je suis sponsorisé par eux, ce qui est pas mal. Je disais à l'équipe qui était juste avant, c'est que si pour X raison, avant un concert, vous avez la gorge qui gratouille, machin, vous pouvez prendre ce genre de produit à au moins 1 heure, largement 1 heure de distance du concert, parce qu'il y a des anesthésiens locaux dedans. Et moi j'en ai fait des frais il y a pas mal d'années. Ça, tu vas voir. Ah oui, j'ai pas toussé. Non. J'ai pas assuré du tout. Parce qu'en fait, ouais, bah là, on demande qu'il se passe quelque chose. Ah, mais d'habitude, je laisse ça. Et j'ai un ami qui est pneumologue, il m'a dit. Ouais, alors, donc il y a. Non plus. Non, ça c'est pareil, j'ai dit à l'équipe tout à l'heure, le mythe du verre de vin blanc avant. Non. L'eau, ou éventuellement. Non, alors, rien de sucré. Rien de sucré. Absolument rien de sucré. Pas de café. Alors moi je suis un gros buveur de café, je me méfie. Ça assèche. Ça assèche complètement. Pas de sucre. De l'eau, ou si vous avez un thé ou une tisane, pas de sucre. Pas avec du citron, c'est comment? Pas chaud. Si, chaud, mais pas de sucre. Parce que le sucre, et le miel c'est encore pire, pourtant j'aime beaucoup ça, ça va donner un truc un peu épais, ça va épaissir, ça va complètement changer vos aptitudes à bien utiliser de l'eau. Voilà. Bon, le calva, vous verrez après. Mais Le vin chaud, ça sera le vin chaud aussi pour après. Il faut laisser le truc pour la 3e mi-temps quand vous avez fait un concert. Sinon, si vous buvez tout avant, ça ne fait rien. Donc là, je prends une tisane, mais il n'y a pas de sucre. De toute façon, je ne prends pas de sucre. Voilà pour la petite minute. On va prendre la Vénérou. Je vous laisse chanter comme vous l'avez et vous connaissez. Comme ça. Et après, on va avancer dedans et on va essayer de mettre en place en gros des mécanismes. Tout à l'heure, j'étais très content parce que mon affiné, c'était vraiment très chouette. Je vous mets la pression, c'est comme ça. Quand vous avez les phrases, elles sont marquées par des virgules, donc forcément je vais prendre la boîte de sopran. Vous avez une respiration. C'est normal, elle est écrite. Et ça fait partie de l'interprétation. Ça ne doit pas vous démobiliser vocalement. Bon, alors, c'est moins flagrant que le groupe de tout à l'heure, mais on avait un peu, je me concentre pour lui faire. Et après, il faut repartir. Et en fait, un des professeurs, il dit, tu commences un morceau en A, tu finis en B à la double barre. Mais pendant tout le morceau, tu es toujours
mobilisé, quoi qu'il arrive, même s'il y a des temps de silence, ou par exemple, il y a l'orchestre qui joue tout seul, ou toi, t'as rien à faire, t'es toujours là. C'est pas parce que tu fais rien que t'es pas là. Et on va faire la chose suivante. Donc ça va marcher différemment que le groupe de tout à l'heure. Les deux premières phrases, ça va nous permettre de travailler sur la respiration. Les deux premières phrases, vous les enchaînez sans respirer. Oui. Alors vous faites un signe de croix avant. C'est-à-dire jusqu'où? Jusqu'à midi? Jusqu'à, oui, vous faites vraiment. Alors, oui, alors, ça va être un moyen de savoir où vous en êtes au niveau de la respiration. Comment ce volume X d'air que vous mettez dans les poumons, vous l'utilisez. Après, ça va nous permettre de faire de la technique. Alors, pour savoir où vous en êtes, l'enchaînement des deux phrases, si vous vous arrêtez, vous ne respirez pas. Vous arrêtez, vous avez perdu, vous êtes tout en fait. Il est pas méchant. Damné. Jusqu'où tu peux aller? Avant la 5. Avant la fin du morceau. Le saluer là, ça c'est bien fait. Oui, non, ils vont bien. Donc, voilà, vous avez un volume X d'air qui rentre dans vos poumons, et avec ça, bah, voilà. Vous n'avez pas respiré entre les deux phrases, non? Il y avait beaucoup de mailles en fait. Bah non. Ok, c'est super. Alors, non, c'est pas faisant. Pardon. Je me fais d'ornithologie. Non, mais là, c'est encore beaucoup. Il y a un autre. Là, c'est là. Là, avec le lait rouge. Ah non, c'est une boule d'eau, je pense. J'ai fait ça un chien sur C'est pas un faisan. Non, c'est pas un faisant. Ouais, non, c'est des poules d'eau avec le petit bec rouge. Ouais, c'est une boule d'eau. C'était tout ça, le noir. Il avait un bec rouge comme ça, non? Le noir. Ah non, peut-être pas la Non, c'est poule pas une d'eau. Le sapin. Une sorte de. Hein? Et dans le Une feuillage. sorte de canard avec un. Noir avec. Le bec rouge. Non, non, c'est pas. C'est un sorte de canard. Là, je sèche. Bon, c'est pas grave. Chacun. On va changer. Mais l'autruche. C'est impressionnant. Il y a 2-3 ans, on était en tournée dans la Creuse, on était fait un tour dans une ferme qui fait de l'élevage d'autruches. Heureusement qu'il y a des grillages. Ouais. Sa langue, il paraît que langue de. Ça fait déjà le mal. Bonjour. On fait, alors je t'aiderai, on fait pupitre par pupitre. Les altis, vous avez. Je ne joue pas parce que vous ne connaissez pas votre voix, c'est pour. D'accord. Ça sera la même chose pour les basses et les ténors. Quand on a des notes identiques, souvent répétées, ou des longues valeurs, il faut penser toutes les notes comme si elles allaient vers le haut. Voilà, les altis. C'est pas. Et après, elle tombe, et du coup, alors là, vous avez un accompagnement souvent quand vous jouez ce répertoire-là. Et si vous étiez totalement a cappella, c'est toujours je me grandis, je me grandis, je me grandis. Même si je suis assis, parce que justement, vous travaillez souvent assis. Soit vous êtes en bord de chaise, dos droit, ou si vous avez une chaise comme ça. J'ai rien fait. Pas d'ambiguïté. C'est toujours le dos droit. D'accord? C'est chouette. Et chante. Ça peut être mal interprété. Alors, voilà, c'est toujours dos droit. Ça, c'est important. Qu'on soit au bord de chaise, dans la chaise, voilà. Parce que le problème des... Je suis bien comme ça. Alors, les altis, vous
quel est le son? Ouais, c'est pas mal. Alors, on va faire du point de détail, de l'horlogerie, mais c'est valable pour tout le monde. Quand vous commencez à attaquer votre son, alors, j'ai pas fait l'introduction, mais pendant l'introduction, ouais, oui, c'était très bien. En fait, pendant quasiment les 2 derniers temps de l'introduction, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce joli mot, vous avez cette belle image de sphincter, il faut qu'il soit totalement ouvert. Si j'entends, Oui. là ce sont mes cordes vocales qui sont légèrement fermées. On n'a pas la sensation de savoir si c'est ouvert ou fermé ici. Bah, à force, si. Si. En fait, quand vous êtes dans cette sensation qui est très agréable de... Vous voyez? Voilà. Vous êtes dans cette ouverture. Tiens, je libère 2 secondes des actifs et tout le monde va faire ça. Je vais faire alors je vous donne l'exemple. Je vais faire 1, 2, 3, 4 sur le 3 et 4e temps de ma battue. Vous allez respirer. Donc je donne l'exemple. Je fais 1, 2. Voilà. On inspire. Oui, dans le processus de respiration. On inspire. On ne doit rien entendre, pour le moins possible. Quand on a une respiration sonore, c'est que mon robinet, c'est plus joli que ce est à moitié fermé. Donc en fait, c'est rassurant pour notre cerveau d'entendre, mais ça sert à rien. C'est vraiment essayer de verser du vin avec un bouchon qui est, qui est mal ouvert, d'accord? Donc là, c'est... Si je fais une respiration qui est absolument pas sonore, donc sans phonation, c'est... Il n'y a pas besoin d'entendre. C'est pas nécessaire. C'est rassurant et ça fait... Alors moi je me souviens quand j'étais gamin en primaire, le prof de sport, qui était gentil comme tout, était là. Respirez, d'accord, et il nous faisait lever les épaules, machin, donc une respiration à chier pour être très très. Le problème dans notre apprentissage, c'est que les gens qui n'ont pas fait de chant ou je sais pas quoi, ils l'ont gardé. Donc ils savent pas rester. Ouais, donc je fais la chose suivante, donc 1, 2, et sur 3 et 4, vous ouvrez la boca et vous respirez. D'accord? Après, on pourra parler du mécanisme de la respiration. Qu'est-ce qui se passe? Comment je respire? C'est toujours la question, bah oui, mais je respire au quotidien. Heureusement pour vous, c'est très bien, je suis très content. Mais pour le chanteur ou un instrumentiste avant, par exemple, la respiration, elle doit être plus ciselée. On va vraiment savoir comment ça fonctionne. Donc là, on inspire. On y va. 1, 2. Vous avez senti que ça rentrait ou pas? Oui. D'accord? Donc maintenant, on va faire la chose suivante. 3, 4, vous respirez. Je continue à battre. Et sur les 4 temps qui vont suivre, vous videz. C'est clair? On ne fait pas clair? On y va. 1, 2. Ça marche ou ça ne marche pas? D'accord? Maintenant, sur l'expiration, on va faire un son. Je vais vous le déterminer, ça va être ça. Un O ou un A, la voyelle de votre choix. Parti. 1, 2. Ok, c'est pas mal du tout. Attention, parce que j'ai entendu des trucs. Ne poussez pas la note dehors. Je m'explique. Je ne sais pas qui, mais j'ai entendu. Ah.
elle n'est pas adaptée, c'est pas grave. Donc un son, quand on le fait, quand on le libère, on ne fait pas ah, on ne met pas d'heure. J'explique pourquoi. Quand voilà, je prends mon air, chez moi ça se voit, là c'est rempli. Au moment où je vais libérer le son, je ne fais pas ah. Qu'est-ce qui va se passer? Les 2 ou 3 litres d'air que vous avez, mais là, vous ne faites pas d'économie, ça se barre de suite. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je fais rempli. Je utiliserai mon ventre pour rentrer quand je vais ressentir le besoin. Mais mon attaque, elle va se faire, je fais comme j'ai mis de l'air à l'intérieur de mes poumons, je suis sous pression. Imaginez que votre sphère respiratoire, c'est une cocotte minute. Et vous avez, vous vous souvenez des petits machins qu'on enlevait sur la cocotte minute qui libéraient l'air. Bah, là, c'est un peu la même chose. Je fais rentrer l'air, et là, je vais en libérer, mais sans faire d'effort ici. Après, quand je vais ressentir le besoin, l'attaque c'est important au niveau du chant. Bon, là, on n'est pas sur un morceau qui est très difficile, mais ce que j'ai entendu tout à l'heure est très joli. Bon, voilà, j'ai des trucs à dire, mais pas sur le plan musical, sur le plan de soutien. Alors, bon, vous les altiers, mais ça va tout le monde de les passer. Quand vous démarrez votre morceau, je prends la note, voilà. 1, 2. Et vous la libérez. Oui. Bon, c'est pas grave. Je fais 1. Je compte les deux. Da da di da da da. Voilà. On va refaire ça. Et là, le son, une fois qu'il a démarré, c'est. Vous allez le nourrir. Vous allez nourrir le son. Ça veut dire quoi? Je vais le soutenir pour qu'il prenne un peu plus d'ampleur. Pas plus fort. Il y a 2 choses en chant. Il y a la puissance vocale et la présence. C'est pas la même chose. La présence, c'est je m'installe dans mon son. Je fais plus fort. Je vais pas avoir la même mécanique. Ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je vais vous dire à vous. Un chœur de chant, par exemple, où sont 20-25 chanteurs, quand on les écoute, on a l'impression qu'ils sont 50. Mais quand ils font un son, il est là, tout de suite. C'est hop, je l'installe, il est là, présent. Et c'est presque ce que vous avez fait les actifs. Je refais l'intro. Voilà, vous avez vu? C'est l'effet THX, là. Les ténors, ils sont. Voilà. C'est bien. Et là, on fait la même chose des ténors. Il y a quoi la clé? Oui, mais je vois pas juste. Si. Oui, ok. Alors portez le son. Il est en ascension toute petite, mais il est toujours en ascension. Il n'y a rien de linéaire. C'est pas Ave Verum, c'est Ave Verum, Ave. C'est tout le temps comme ça. Et je suis sûr que ça peut marcher. Donc le son, même si la mélodie elle est très très linéaire, votre intention, votre sensation, c'est toujours. Ça va toujours comme ça. Je refais l'intro. Ok, ça
grégorien, c'est toujours porté. Toujours porté. Vous m'avez déjà entendu un peu, vous avez. Alors, c'est pas mal du tout les basses. Quand vous les ténors, mais quand vous l'installez. Oui, voilà. C'est ça. On refait, puis après on va mettre les altis en plus. D'accord, ok. Les altis? C'est votre note? Attention, c'est parti. Ouais, alors juste, c'est pas. Quand vous faites. Vous avez. Ne mettez pas la voyelle devant. C'est pas. Alors, ça nous fait faire une petite transition. La balle de tennis, qui est dans un meilleur état que celle qui sont là. Je sais pas ce qu'elles ont fait pour. Bon, pas d'être gentil. Bon. Ça, c'est mon espace ici. C'est ce qu'on appelle le mou vocal. D'accord? La sensation que vous devez avoir, ou la visualisation, c'est. Quoi qu'il arrive, les voyelles, elles sont produites à peu près dans cet espace-là. L'espace rhinopharyngé, l'arrière-gorge. D'accord? Ici. On est en limite de bâillement. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand vous chantez, vous êtes dans la mécanique du bâillement. Je mets mon son là. La voyelle, quand elle va arriver devant, elle change, elle dénature complètement. Ah, je vais faire la caricature. Je mets tout devant. Les voyelles ne sonnent plus. Ce qui fait sonner la voix, dans les résonateurs et dans la beauté de la voix, ce sont les voyelles. Si j'enlève les voyelles, ça fait. Les consonnes, c'est des emmerdeuses. Tout le temps. Et du coup, quand on a des phénomènes syllabiques qui viennent de se mettre en branle là-dessus, A, V, machin, moi j'avais un de mes profs catalans qui me faisait tout détailler comme ça, il faisait faire A, et, ou, c'est-à-dire placer les consonnes là, tout de suite les voyelles derrière. Alors, je ne vais pas vous demander ce travail-là parce qu'il est fastidieux, mais c'est juste que quand vous fabriquez, quand vous entendez une voyelle arriver, c'est votre cas, alors surtout les voyelles comme les E, les I, etc., c'est des voyelles, si elles sont placées devant, elles sonnent mal. C'est. Vous ne laissez pas entraîner par le V qui veut vous faire aller devant. Non. Vous entendez jamais derrière. J'aspire. Essayez. Alors, si ça ne marche pas aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. À un moment donné, ça va venir. Mais c'est juste la prise de conscience que consonne, les suintantes, les sifflantes, les fricatives, c'est devant à peu près. D'accord? Avec les dents, les lèvres, et les voyelles, on va les mettre derrière. D'accord? Ah, pardon. Non, juste les altis, c'est juste pour la prise de conscience. Juste directement. Ok, faites-moi. Vous entendez le son? Il va vers vos oreilles.
Attends. Ti-la-li-la. Oui, c'est mieux. Avec les ténors. Bah oui. Les ténors, là, dans la configuration de travail, c'est vous qui soutenez les actifs. Est-ce que c'est... Hein? Oui, oui. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? J'ai ma voix cassée. Ah, la voix cassée. Alors, si tu veux qu'elle casse pas, on va revenir au jeu de la babale. Il faut que ton voile du palais, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu ressens ou que tu arrives à imaginer. Le palais, il est divisé en deux parties. Il y a la partie dure, où il y a l'os, là, et des fois, quand on s'enfonce des bouts de part dure, ça fait très très mal. Voilà. Et après, on a la partie molle, où on voit la lunette quand on se regarde à la lunette. Donc ça, c'est la partie molle, qui est mobile. C'est ça qui va nous donner de l'espace. J'agrandis. Essayez de le ressentir juste comme ça sur la ouais, sans faire plus fort. Alors tiens, je vais te demander de te mettre debout. Et je vais te prendre une main, je te la rends après. Là, regarde quand je fais ça. Je fais rien là. Et si je fais. Alors, détends. 3, 4. Il faut que tu t'appuies un peu plus là. Là-dessus. Ouais. Parce que là, ça travaille trop là. Ouais. Alors, tu vas faire des. C'est moi qui fais. Moi, tu vas travailler, tu vas travailler ici, c'est sûr, ça c'est évident, mais si tu soutiens bien, ta voix, elle va moins être pleine. Ouais. Comment je pourrais faire? Parce qu'il faut que j'enlève les habitudes. Je ne m'occupe pas de mon soutien. Je travaille ici. Un peu ce que tu fais. Ouais. Tu fais ça pendant 1 heure, à la fin, il n'y a plus de voix. Il n'y a plus rien. Ouais. Parce que la mécanique vocale ici, pour bien chanter, c'est trouver de l'espace. Et là, en fait, tu es dans une mécanique où on est plutôt dans le serrage. Et pour pouvoir libérer le serrage, c'est le soutien. Tu vois, c'est ouais. En fait, il va falloir trouver un terrain de détente et que ça parte de beaucoup plus bas. Tu retrouves tes amis. Je sais pas pourquoi. Alors, la partie de soprano. Je suis là, je t'aime. Je peux te laisser faire une fois, toute seule? Tu le sens, Parfait, alors... Ouais, super, bravo. Le début, il faut que... Alors, tu es toute seule et tu comprends, il faut que tu aies de plus d'amplitude. Il faut que ton son qui est là, ça soit sur la mélodie, il faut que ça soit ta référence de base, c'est-à-dire que la première note, elle soit déjà là. Je sais pas si c'est pas... En fait, ça va homogénéifier. Oh là, j'ai réussi. J'ai travaillé toute la nuit. Je ne le dirai pas 2 fois parce que je suis loupé. Ça va rendre homogène ta voix dans l'écoute et même pour toi, de penser que ta note, ta première note,
qui est plus basse que la deuxième, au niveau de l'intervalle, elle est déjà là. Parce que ta mécanique de soutien, elle va justement permettre à ta deuxième d'être. On a un peu l'impression qu'elle va être. Bon, on va être contre-ténor, si je fais pas ça, ça passe pas. Je fais. D'accord, c'est plus vite. On essaie. C'est quand tu veux. Alors, on va ouvrir plus la boca. Tu as vu dans ta respiration, tu fais ça. T'as vu? Et du coup, dans ma respiration, je mets en place ma balle de tennis. Et en fait, ça symbolise aussi pour moi ce qu'on appelle le mot vocal ou l'espace. L'espace qui va faire en sorte que pendant tout le morceau, je mette ma voix dans cet espace-là. Et je vais essayer de le garder parce que lui, il n'a qu'une envie dans la mécanique naturelle de la voix, c'est de... Il n'a qu'une envie, c'est de faire ça. Quelqu'un qui ne sait pas chanter, c'est la mécanique naturelle, ça se referme. Et par l'équilibre et tout le travail d'équilibre de pression d'air, etc., on doit essayer de maintenir ça. On doit le faire. Après, je reste comme ça. Si on a l'air un peu abruti à la fin, eh ben c'est bon. On a gagné. C'est qu'on a gagné. On va dire le sourire, c'est pas le plus. Donc, dès ta première note, il faut que ton attitude, c'est. Alors, il peut y avoir la peur, la trouille, le machin, tout ce que tu veux. Eh ben oui, c'est même normal, c'est humain, mais c'est tout. En fait, c'est ça le chemin. Tout va bien. Ouais, ta langue, elle part un petit poil en arrière. C'est pas bien. Tu vois, et elle est posée à plat là. Il faut que je laisse l'espace. Si tu recules un poil ta langue, c'est un gros muscle. C'est terrible. C'est terrible. Quand on voit les coupes la langue dans la bouche. C'est vraiment très bon. Donc plus on va la reculer en arrière, ça va être ce mouvement-là, pouf. On va venir un peu occulter l'espace qu'on recherche en fait. Donc plutôt tirer la langue. Ce que je fais avec toi. Laisse-toi entraîner. Et. Oui. Mais après, tu dois garder le même espace. Mais c'est super. Après, tu vois, il faut contrecarrer les automatismes qu'on a avant et en mettre en place des nouveaux. Tu vas faire juste comme moi, juste la première note, elle a laissé sonner. Ouais, la mâchoire, elle doit plus avoir d'incidence. On va faire tout ça à la hauteur que vous voulez. On va faire en sorte que la mâchoire, le son, il est fabriqué là. On est d'accord? La mâchoire, c'est un truc, on l'a ou on l'a pas, mais ça donne un truc plus qu'autre chose. Donc on va faire une note. Alors, pour soprane, on va faire les notes de départ, comme ça n'a plus les attires. T'es là. Et passe. D'accord? On fait le premier accord, on laisse durer, vous faites encore votre mâchoire, que vous puissiez continuer à chanter. D'accord? C'est un conditionnement du cerveau, on lui envoie un message que pour chanter, on a besoin de l'air, des cordes vocales. Le reste, ça sera pour autre chose. Et si on ne lui dit pas que ça dit ah oui, bah, il faut faire un. Non, juste les cordes vocales. Cordes vocales, air. Et c'est reparti. Ok, on y va tous ensemble. Là, on a un super son. Et toujours un soufflet. En fait, la mâchoire qui va nous aider à l'articulation, à trouver plus d'espace, d'accord? Mais elle doit être souple, elle doit être libre.
Et on soutient bien. Super, c'est très très chanté. C'est vachement beau. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Là, vous chantez a cappella sans musique, comme disait Mireille Mathieu. Si, elle l'a dit. Hein, c'est Mireille. C'est bon pour Mireille. C'est vrai, elle avait dit une émission de Drucker a cappella sans musique. Donc, je reprends voilà. Hein. C'est super. Je veux dire, c'est super très beau. Je mets plein de superlatifs. C'est super très beau, génial, hyper bien. Mais, Quand vous chantez a cappella, je sais pas, vous faites souvent, vous êtes systématiquement accompagné. Quelques souvent à Capella. en général, Ça va être on est comme ça, Capella. Oui, alors, On descend à la cave. C'est un autre débat. c'est un autre débat. Mais quand on chante a cappella, et moi c'est un travail que j'adore vraiment faire, si on veut garder la justesse, alors en dehors de l'oreille, hein, c'est le soutien qui va faire le coup. Là, vous n'avez pas bougé hein, par rapport au. Bon, on a fait que deux phrases. C'est un bon début. C'est déjà pas mal. Mais dans la longueur, en fait, là, quasiment tout le monde, sur la fin de ce qu'on vient de faire, on arrive vers le grave. On est d'accord? Très mécaniquement, très inconsciemment, ça va vous tirer vers le bas. Que vous fassiez tous les efforts du monde, ça va tomber. C'est presque obligatoire. Donc là, on va le refaire, mais vous allez penser à chaque fois que tout le parcours mélodique que vous faites, il est ascendant. Moi, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment super important. Votre mélodie, elle prend des méandres complètement tordus, mais vous, dans votre attitude, c'est tout le temps. C'est ça. Quoi qu'il arrive, ça monte tout le temps. Et ça, en fait, c'est la symbolique du soutien. Je soutiens, je soutiens, je soutiens. Alors, je vous ferai faire un petit peu d'introduction. On soutient tout le temps, même si on respire. Et on soutient, hein, même si ça descend. Est-ce que vous sentez l'effort que je vous demande de faire de soutenir toujours qu'il arrive jusqu'au bout? Alors, c'est bien, vous êtes un groupe qui marche super bien. On va faire maintenant un travail d'écoute. Vous connaissez tous plus ou moins par cœur, même s'il y a des plantages. Je vais vous demander, comme on a fait tout à l'heure, de couper de votre boucle phonologique. Donc on va chanter les trois phrases, là, l'extrait sur lequel on a travaillé. On va chanter en faisant comme ça, c'est-à-dire que votre voix, vous allez en avoir une perception, un retour qui risque d'être différent. Voilà. Et après, on en reparle. Je suis spectateur totalement, c'est vraiment très chouette. Mais, non, je dis, non, c'est vraiment très chouette. Vous, votre perception, c'est quoi? Ouais, non, ça c'est. J'entendais très bien la chose. Ça c'est normal. C'est normal. Ça c'est normal. Et d'autres Moi, je personnes. l'entendais différemment, Mais, mieux les autres en tout cas.
Extérieur, vous entendez extérieur? Ah oui, oui. Oui. Alors ça c'est l'objectif et c'est super intéressant. C'est au travers d'exercices comme ça de devenir spectateur. Alors autonome, ça c'est sûr, mais spectateur de savoir. Et du coup, on va avoir un contrôle. Alors pourquoi je vais répondre quand même, ou pourquoi j'ai mis un mais, c'est que quand on fait comme ça, comme on s'entend différemment, on chante beaucoup plus fort. Mais ça peut être vraiment un mal pour un bien, parce que du coup, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, faire le parallèle entre des chœurs où ils sont 20-25 et des chœurs où ils sont 50, mais ceux qui sont à 25 qui chantent aussi fort que ceux. C'est parce que, en faisant ce type d'exercice, on travaille sur la projection de la voix. Moi, c'est un truc que j'ai fait en stage il y a 38 Et c'était pas du tout un stage autour du chant, pas du chant classique, c'était un stage autour du chant diphonique. Je ne sais pas si vous connaissez comme les chants des moines tibétains. Et comme ça, la personne qui a animé le stage, il nous a fait énormément travailler sur l'écoute et la projection de la voix. Alors moi, ça a été un miracle, oui. Je pense à une espèce de déclic dans l'utilisation de la voix et ce qu'on perçoit de notre voix et la manière dont, par rapport à notre perception auditive, comment on peut la contrôler. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui contrôle la justesse, la voix, etc. C'est les oreilles. Donc ça c'est... Et le fait de se couper de ce qu'on appelle la boucle phonologique, d'avoir un rapport un peu étriqué, un peu serré par rapport à sa voix. Donc là, en fait, je vais reprendre la partie de soprano parce que je l'adore. Quand je cherche ça, je cherche ma voix comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'a chanté. Alors le groupe tout à l'heure, elle dit perturbé. Il y a quelqu'un qui m'a fait arrêter. Et quand on fait ça, on entend sa voix plus proche de l'enregistrement. En fait, vraiment, comme la voix quand on enregistre quelque chose, des fois on dit « Oh, c'est pas moi ça !» Il faut l'assumer. Et souvent, on est surpris d'entendre notre voix sur un support enregistré. Si, alors il y a d'autres paramètres qui sont aussi la vibration osseuse. Il y a une partie de notre voix qui passe par l'intérieur, donc ça on peut pas, même en faisant ça la coupe pas. Mais il y a vraiment cette boucle phonologique qui dégage d'autres harmoniques sur un plan purement acoustique à nos oreilles et qui sont pas, c'est pas vraiment le meilleur guide. À partir du moment où on cherche à devenir notre spectateur, on va projeter le son dans la salle dans laquelle on est, et même quand on a un travail perso, d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on va chercher à se servir du rapport acoustique qu'on a avec la salle. Alors, il y a des salles qui sont perturbantes, il y en a d'autres. Ici, c'est pas trop mal. Là-bas, c'est tellement enjôleur qu'il n'y a même pas besoin de faire ça. On est dans une cathédrale, ça met tout de suite la voix on est bien dedans, c'est magnifique, mais c'est pas forcément un lieu de travail idéal pour chanter tout le temps. Parce que du coup... Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, si vous chantez dans une acoustique qui est moins enjôleuse, moi, j'aimais mieux chanter ici qu'à l'église. Non, ici. Que dans ici, c'est plus précis. Pour faire oui, alors ça aussi, c'est un sujet de discussion super intéressant, c'est l'histoire d'efforts qu'on fait. Par exemple, tu chantes moi ça m'est arrivé, tu chantais dans un théâtre, un théâtre c'est super sec. Parce que le son il est absorbé par les sens dans toutes les places, et t'as l'impression que tu chantes pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu gueules. Est-ce que tu t'entends? Toujours pas. Et en fait, il faut essayer de faire confiance aux gens qui sont par exemple dans la salle et non, c'est bon, ça va bien. Et toi, tu es frustré. Mais tu n'entends pas. Et ça ne sert à rien d'en donner plus parce que vocalement ça va fatiguer. Parce que pendant 2 heures, non, mais l'effort, pas forcément le volume, ça peut être l'effort physique. L'investissement. Ah! La justesse. Là-bas, on peut être paresseux, ça sonne. Oui, comment si on est obligé d'habiter, de s'investir dans le son. C'est très juste. Comment tu parles? C'est ça que je voulais dire en fait. Oui, c'est
c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure Peut-être paresseux. quand je vous ai un peu. Non, voilà, j'ai dit bon. Ah ouais. Tout de suite, que tu aies fait de la technique vocale ou pas la technique vocale, elle sonne. Oui, voilà. Donc c'est un bon outil, mais qui. Pour faire des concerts, on n'est pas toujours dans la même position. Oui, parce que du fait de sa configuration acoustique, d'abord le cylindre et puis le dôme, le son il est pas précis parce qu'il va absolument dans tous les sens. Vous seriez moins nombreux, je dirais même 4. Ça serait. Non, mais c'est vrai, ça serait super bien. Là, vous êtes nombreux, donc forcément. Ça fait un peu de maniérisme. Ouais. C'est comme dans la cathédrale de l'église de Royan. Moi, j'ai bossé à Royan. Je ne sais pas si vous la connaissez, l'église qui est en béton. Ah oui, en moderne, ouais. J'ai fait des concerts quand je travaillais là-bas. En petite formation aussi, très très bien. On avait fait le Gloria Melody, on avait fait le machin. Le chef, il était à. Il y a 13 secondes de. Mais c'est ça, il y a trop de 13 secondes de réverb, réverb. c'est pas 13 secondes, c'est Ça fait un beau bout C'est les idées aussi. Ouais, oui. Ouais, absolument fou. Absolument. Donc, ça peut être très très bien pour des toutes petites formations, mais à partir du moment où on est nombreux, moi je suis d'Angers, on avait fait la messe en une de Mozart où il y a le double chœur, et on était dans le français, et c'est pareil, le chef était là. On va jusqu'au point d'orgue, c'était pas du tout l'orchestre, Ah non, c'est fini, c'est fini. Ah bon, on s'est marré. Voilà, ça fait partie des anecdotes de chanteurs ou de musiciens où l'acoustique, elle nous aide pas. C'est parce que c'est une église que c'est forcément bien. Des fois, le chœur s'entend pas, s'il y a des musiciens, on n'entend pas les musiciens, on ne sait pas ce qui se passe. Et du coup, même si nous, en tant que chanteurs, on est là pour le public, bah ouais, on doit quand même se faire un peu plaisir. Et même, ça vous l'avez certainement vécu, d'être installé comme ça, puis ceux qui sont là, vous les entendez. C'est là, il faut se suivre au chef. Regarde le chef. Mais j'entends pas la soprane. J'entends pas ma voix. Elle chante pas, attends. C'est vrai que c'est terrible dans un concert comme ça. Oui, c'est terrible, mais ça fait partie du jeu de musicien. Moi, je travaille dans un quintet où je suis chanteur et percussionniste dedans, et ça, des fois, on n'a pas de chef, hein, on est en quintet, et des fois, je regarde les autres, et on a un peu dit, je regarde. Je suis là, je cherche pas à écouter, je regarde. Sur les lèvres, des fois. Je regarde. Sur tes lèvres, Autrement, si je l'écoute, il y a le son qui revient. Ah bah non. Il y a pas. Bah, ça nous est arrivé comme ça où on était trop confiants, puis on se fiait qu'à l'acoustique. Puis, allez, léger. Alors, on se remet quand même debout. Non, j'ai pas fini avec vous. On va essayer justement Ah oui, sur. On est parfait. Il y a de la délation. Non, mais si, non, si, c'est intéressant. C'est parce que vous êtes tellement bon. Je suis très aussi bien que nous, c'est ça. Les bases qui, dans l'écriture musicale, vous le savez, vous êtes les fondations. Oui. Et puis, vous portez le monde. Le monde musical, alors déjà, c'est déjà mal. Vous êtes vraiment les seuls, là, sur les deux premières mesures, justement, à avoir une. On appelle ça une note pédale, vous le prenez pas mal. Ça va te rester bon. Une note pédale. La plus basse. Comme la pédale de piano. Ah, Oui, alors, c'est dans l'écriture musicale, en fait, c'est une note qui est toujours soutenue, qui est toujours la même, et dessus vient se construire des harmonies différentes. C'est ça, on appelle ça la pédale. Ça vient aussi un peu de. Non, pas du piano, mais plutôt de l'orgue. Parce que l'orgue, on appuie sur la pédale. Ah oui, ça me donne pas là. Et là, ça te fait le son. Le son, tant qu'on met un truc dessus. Ça. Donc, on est en Ré majeur. Je ne sais pas si Pauline vous parle de tout ça, mais une fois que l'intro elle est
elle est posée. Oui, c'est ça. C'est vous. Voilà, c'est vous qui faites l'harmonie. Si on était a cappella, tout se base sur vous. Donc vos 4 ré. Ave, ave. Profitez pas que vous avez des voix graves. Bon. Non, pas de Corse ici. C'est toujours, j'insiste là-dessus. Et en fait, dans votre tête, si vous pensez que tous les sons, vous les portez, ça sera jamais faux et ça sera toujours beau. Et voilà. Alors je vous fais un petit coup d'intro. Ok, moi, les quatre premières notes pour moi, en dehors du fait que dans l'écriture musicale, elles sont fondamentales, mais elles sont fondamentales dans la manière de vous approprier ces notes-là. Je suis pas basse, vous l'avez entendu, donc ça va être difficile mais c'est vraiment... En dehors du fait qu'on cherche peut-être de la puissance, moi je cherche de la présence et de quelque chose de chaleureux, de rond. Vous entendez, c'est tout de suite là. Ça doit être riche. Monnaie. Donc tout de suite. Alors je reprends mon tube parce que c'est pour ça que je l'avais sorti tout à l'heure. Un son, il faut l'imaginer comme ça. C'est un continuum sonore. Il est plein entier. Si vous commencez comme ça jusqu'à la fin, il a ce diamètre-là. C'est pas Ave, Ave. C'est pas une histoire de nuance, hein. C'est une histoire de présence. C'est pas la même chose. Ave. Je veux le faire 20 fois. Hein. Ave. Là, en vrai, j'ai des accessoires. Et là, on revient. La présence vocale, le moule vocal, la couleur, la chaleur de votre voix, tout ce qui va être constitutif de votre voix, c'est à partir du moment où je vais changer mon moule vocal, j'ai travaillé, ça change tout. Et vous devez être présent par les harmonies que dégage votre voix sur une note comme ça. On peut y passer, bon, je ne le ferai pas, hein, mais votre ressenti, le son, vous allez être à l'intérieur du son. C'est pas Ave, c'est pas Ave, c'est Ave. Je suis dedans. Vous arrivez à imaginer que vous êtes dans le son. Ave, Ave. Ça change tout, hein. Un son qui est là le son il est à l'intérieur. Ave, 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 Ave. C'est toute ma capacité à installer le moule vocal. Donc il faut chanter avec une mélodie. Ok. On chante comme ça et avec une Et comme ça. Et voilà. Tous en concert, ça va être chouette. Là je viens. On va se faire les oreilles du Ça va Michael. être top. Avec des boules. Je pense que Pauline, elle va raccrocher les wagons vite. Non, mais ça fait partie de la chorégraphie. Oui, c'est ça. C'est la mise en scène. On soutient là. C'est pas mal du tout les garçons, hein. C'est très très bien. Il y a c'était qui en basse tout à l'heure? C'était Pierre. Pour les voix très graves, ou qui ont une dimension très large quand vous êtes dans vos très graves, ça a été le cas de Pierre tout à l'heure. Il a entendu, il a fait. Alors je suis pas basse. Ave,
Mais en fait, voilà, quand on a dans notre spectre vocal des endroits où notre voix elle prend des dimensions comme ça, il faut écouter, il faut dire corpus natu. On l'apporte, pour moi je n'y arrive pas. Natu. Et en fait, il a très très bien fait. Et ça homogénéise la voix et ce qui se passe dans le groupe. On n'a pas tout d'un coup quelqu'un qui vient vomir. Ça va, Pierre? Très compacté. Et c'est un peu ce qu'on entend, quoi, tout d'un coup. C'est bien lui. Et il a super bien fait. Après, il a compris, voilà, la grave, pour lui, c'est un truc. Voilà, c'est comme ça. Alors, le bâtiment se fissure. Donc, faut pas le laisser faire. Parce que, et il a bien compris, du coup, sa note, il l'a beaucoup plus soutenue. Et en fait, c'est vraiment le paradoxe, pour lui c'est une note facile qui est large, et en fait il est obligé de faire vachement plus d'efforts. Parce qu'il doit la retenir et la soutenir, et du coup, et c'était vachement bon. Donc on fait la même chose, les basses. Alors vous n'avez pas tout à fait la même définition de voix que Pierre, quand il est dans le grave, voilà. Il y a un tremblement de terre, mais il faut quand même soutenir quand vous faites. On peut faire que ça, et ça, juste corpus natu. Mais c'est bien de prendre conscience. Et après, d'arriver à en faire quelque chose. C'est pas dire, ah ouais, je sais pas comment faire. Mais si, il s'est vachement bien débrouillé. Corpus natu. Que ça les passe. Hein? Et en évitant de faire. Ça dépend ce qu'on interprète, ça peut marcher dans notre musique. Là c'est pas prendre la note par le dessous. Si tu étais soliste, pas de problème, les solistes ils se prennent des fois des trucs un peu. Mais toujours dans l'écoute qu'on va avoir du cœur, la beauté de ce tableau sonore, c'est et pas plus quelqu'un qui fait ou une voix aiguë qui fait d'accord, pour le chef de chœur, c'est important la matière qu'on a en face de pouvoir l'équilibrer, la ciseler. On est vraiment dans l'horlogerie. C'est au-dessus, une voix qui vient se ciseler au-dessus. Et c'est ce qui fait dans la polyphonie que c'est magnifique. Quand vous écoutez, moi j'adore, je suis fan des chœurs anglais. Quand vous écoutez, j'ai perdu le nom de qui est très connu, peu importe. Moi j'ai été élevé, dans mon parcours de chanteur quand j'étais chez mes parents au Delert Consort. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était Alfred Delert, c'était un peu les Anglais qui ressortaient la musique vocale de la fin du Moyen-Âge et début de la Renaissance, et après ils ont fait la musique baroque. C'est dans les années 60-70, donc c'est vraiment un répertoire qui était exhumé, et c'est magnifique, quoi. Donc on entend toutes les voix, il n'y a pas une voix qui va au-dessus d'une autre, et tout est ciblé comme ça, et dans la polyphonie, ça c'est magique. Alors, on va refaire un coup de polyphonie, hein, tout le monde. Donc là, on va clôturer, et là, comme vous avez un fonctionnement qui marche vraiment pas mal, vous allez, sans être obligé de faire ça, écouter votre voix et aller chercher l'écoute de l'autre. Par exemple, tu vas chercher, ton thème c'est Pierre. Voilà, tu vas chercher à l'écouter, etc. Et c'est ce qui fait que votre voix, elle va être portée, vous l'entendrez ou vous ne l'entendrez pas, mais on va avoir quelque chose de magique. Si ça marche. Fais attention dans tes graves à
qu'en fait, cette mécanique-là, on écrase le larynx, tu l'auras pas plus fort, mais tu plutôt fait de poser la note. Si on fait ça, quand on engorge, on serre le son. Voilà. Plutôt comme ça, comme si ta mâchoire elle s'appuyait sur un bord de fête, tu imagines ce que tu veux. Tu vois, j'étouffe mon son. Ça. Donc ça c'est vraiment un truc à faire quand on est en limite de notre tessiture dans notre registre vocal, tu vois. C'est pareil pour les voix aiguës. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un aigu, ouais, et t'entends pas. Et les voix grasses, faire ça marche pas non plus. Donc on est toujours plus ou moins. Après, si vous regardez les chanteurs, j'ai observé Philippe Jarouski, contre-ténor. Lui, il met des fois sa tête d'une certaine manière. J'ai observé, puis après j'ai étudié un peu comment il faisait, c'est intéressant. Sur certaines notes, il tire un peu son cou comme ça, et il met sa mâchoire d'une certaine manière. Donc pour lui, sur certaines, il y a la théorie et puis il y a le fait de la mise en pratique parce qu'on est tous différents. Donc il faut, voilà, on donne des choses et puis, oui mais moi, ça marche mieux quand je suis, je sais pas, comme ça ou légèrement comme ça. Donc après, il faut faire sienne les éléments qu'on nous donne et c'est pareil un instrument. L'instrument, il y a la technique bidule, ouais, bah moi ça passe pas. Mais moi j'ai appris comme ça marche, je ne joue pas. Donc il y a des profs qui disent, oui, bah alors si tu essaies comme ça, ah ouais, ça marche, ouais, d'accord. Donc voilà, c'est vraiment très chouette et on verra, je ne sais pas si on va faire tous ensemble tout à l'heure. C'est intéressant et voilà, moi je vous livre des outils et puis là c'est à vous d'essayer de vous les approprier. Et je sais qu'il y a toujours souvent une distance importante entre la technique, ce qu'on fait là, puis après quand on est dans les faits. C'est pas réflexe. Des exercices à faire à la maison. Alors, moi j'ai bien connu, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Tu marches dans ta partition. Je vais faire via un truc de YouTube privé, faire des exercices que vous prendrez ce qu'il faut, et puis vous n'hésiterez pas à me faire des commentaires en disant mais ça marche pas pour moi. Non, mais j'ai vraiment pas le temps de mettre ça en doute. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Faites bon usage de tout ça. L'opéra, c'est pas tout on les voit. Ouais, et puis l'opéra, c'est une chose. Après, dans le chant, il y a de toute façon, le tronc commun, c'est la technique du développement. Et après les gens qui font de l'opéra, on va comparer quelqu'un qui a un Stradivarius et quelqu'un qui a un instrument un petit peu bas. Il y a aussi une constitution physique de faire de l'opéra. Pas du tout. Et puis c'est pas quelque chose qui m'attire. Oui, moi je préfère la musique ancienne, etc. Mais il faut déjà avoir un instrument qui ne me demande pas de chanter du Wagner. Parce que je peux pas. C'est tout bête. Même si je travaillais des heures, j'ai pas du tout la voix pour ça. Donc il faut aussi avoir conscience de l'instrument qui nous a été donné, qu'on va faire évoluer. Oui. Si tu as par exemple le ténor qui a fait puissant, tu vas pouvoir augmenter un peu la puissance. Mais si ta voix, c'est pas une caractéristique pour faire du Puccini, du Mozart, etc., du Wagner, etc., tu pourras travailler le détail, tu l'auras pas, ça ne marchera pas. Mais il ne faut pas. C'est une anecdote d'une amie quand j'étais conservatoire à Angers. Elle avait une voix de contralto, mais magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez Nathalie Tuzman, qui est aussi une voix de contralto avec des graves, magnifique. Et elle, en fait, elle voulait chanter tout le répertoire de soprano, donc elle n'a pas fait de carrière. Et pourtant, elle avait une prof qui la suivait dans le répertoire de contralto. Ouais, super, elle me faisait faire des concerts. Là, c'est parce que ça ne correspondait pas dans son intimité. Est-ce qu'elle est elle ne s'est pas servie de sa voix. Voilà. Du gâchis. Du gâchis. Bon gâchis. Bon, allez, voilà. Dans l'ordre des fois, alors, si
c'est la, Ça doit être bénéfique, ça. la chose sur laquelle il faut insister, je Non. pense. Oui, pas insister, mais dans. Ah, puisque avec on ressent que sa dans notre partition. mécanique. Et c'est un peu c'est la détente, c'est la respiration. La voix, c'est un peu comme un objet qui est au-dessus, aérien. Voilà, je vais faire des sons avec, mais c'est surtout l'outil. La puissance qui vient ici. J'aime pas le mot puissance, mais la présence, ce qui va permettre de porter ta voix, c'est la respiration. Et un peu ce que j'ai entendu, c'est que tu as tendance à tout concentrer là. Et en fait, ça ne marche pas. Donc, il faut essayer de voir dans son ensemble, quand tu chantes, est-ce que je vais utiliser ce terme, est-ce que je m'assois sur ma respiration? Est-ce que j'utilise bien ma respiration? Et la réponse, évidemment. Et en fait, c'est ce qui va permettre